Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions. J'en fais en général une par an et j'aime bien le faire en début d'année. Je trouve ça assez cool pour débuter l'année. J'avais lancé la FAQ sur Instagram, j'ai eu plein de chouettes questions, j'en ai sélectionné une dizaine. J'ai pris mes petites notes là avec moi, donc ça me permettra de faire des réponses un peu collectives et répondre à des questions plus précises aussi. Je pense que je vais papoter un petit moment pour cette vidéo, d'autant que je suis assez bavarde et du coup je me suis fait un petit thé pour l'occasion. Alors pour ouvrir cette FAQ, je vais commencer avec la première question, à savoir, un an après l'emménagement, te sens-tu bien dans ta maison? Alors c'est vrai que ça fait déjà un an qu'on habite dans la maison. Je trouve que 2023 est passé tellement vite, chaque année passe assez vite je trouve, mais là 2023 ça a été particulièrement rapide. Aussi l'année a encore été pas mal rythmée avec les petits travaux de la maison, etc., l'aménagement des pièces, donc je pense que ça a aussi accéléré la chose. En tout cas je peux vous dire que je me sens vraiment très bien ici, la maison est vraiment agréable, elle est pratique au quotidien, on a bien plus d'espace qu'avant aussi, donc ça c'est un vrai bonheur, on peut recevoir nos proches sans souci. Il y a une belle lumière, même quand le temps est gris comme aujourd'hui par exemple, la maison reste lumineuse et moi je suis assez sensible à ça, donc de ce point de vue là je suis hyper contente. Ensuite, quelles seront vos destinations de vacances pour cette année? Alors on part au Cap-Vert dans plusieurs semaines avec une bande de copains, on va bouger à travers 2 îles. Donc ça j'ai vraiment hâte, notamment de retrouver le soleil aussi qui nous manque beaucoup. On a quelques petits week-ends prévus ici et là aussi, notamment Amsterdam avec les copains au mois de mai. C'est pas très loin de chez nous, on peut y aller en voiture, donc ça c'est assez chouette. Et puis pour cet été, on a une destination en tête mais rien n'est encore fixé. On a aussi pas mal de travaux encore, notamment pour les extérieurs, mais je vais vous en parler après. Donc on verra d'ici là, de toute façon en général on planifie pas ça non plus trop à l'avance et ce qui est sûr c'est qu'on partira tous les trois. J'ai reçu pas mal de questions au sujet de la maison et notamment quels sont les prochains aménagements et décos prévus dans la maison. En emménageant ici il y a donc un an, je m'étais dit que j'allais vraiment prendre le temps d'aménager et de décorer chacune des pièces de la maison. Je voulais me poser et prendre le temps de bien réfléchir à la déco pour ne pas regretter par la suite, etc. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette année, donc je suis contente. Pour le moment j'ai décoré et aménagé la cuisine, la salle à manger, le salon, les 2 salles de bain, la buanderie, le cellier, notre chambre, notre dressing aussi, mon bureau de façon un peu provisoire mais je vais vous expliquer, et puis la cave classique, enfin la cave principale on va dire. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube vous pouvez retrouver une vidéo pour chacune de ces pièces où je vous montre toutes les étapes d'un point de vue aménagement, déco et puis le résultat final aussi. Donc il me reste à faire la salle de jeu de Com, je m'en occupe cette semaine, ça sera d'ailleurs je pense la vidéo de la semaine prochaine. Sa chambre aussi, alors évidemment elle est aménagée hein, depuis le temps qu'on habite ici, je l'ai pas laissé dormir par terre, hein, on est bien d'accord. C'est juste que en fait je sais pas pourquoi je mets un peu la pression pour sa chambre parce que j'ai envie que tout soit parfait et que ça lui plaise à fond, et du coup je repousse à chaque fois. Mais ça y est, j'ai fixé le mois prochain pour terminer sa chambre, donc pareil je vous montrerai tout ça en vidéo. Ces derniers mois j'ai réuni pas mal d'éléments que je souhaite installer dans sa chambre. Il faut encore que je commande la tapisserie puisque j'aimerais bien en mettre dans sa chambre et ensuite on pourra attaquer, donc voilà, ça arrivera d'ici quelques semaines. Et pour terminer je m'occuperai de la partie annexe de la maison où on a une chambre d'amis et puis une petite salle d'eau. En fait notre maison est en forme de C, c'est le bout de la maison qui est juste en face de moi. Je vous ai très peu montré ces 2 pièces là. Pour le moment on sert encore un peu de l'annexe comme espace de stockage étant donné que les travaux sont pas encore totalement terminés, mais à terme j'aimerais bien aménager cette pièce là. Après c'est pas trop gênant parce qu'on a déjà une chambre d'amis à l'étage là, vraiment dans la maison directement, donc c'est pour ça que je me suis pas précipitée à aménager cette pièce, mais il faudrait quand même le faire à terme. Donc pour résumer, on va continuer à parler déco pour cette année 2024 et ça j'avoue que ça m'enchante tout particulièrement. Ensuite, que penses-tu de l'exposition des enfants sur internet? Et je crois que je me suis jamais trop vraiment exprimée clairement sur le sujet, et c'est un vaste sujet pour le coup. Je n'expose pas mon fils sur les réseaux sociaux, donc forcément vous vous doutez bien que je ne suis pas pour, et je ne montrerai jamais son visage, ça c'est une certitude. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu changé d'avis en cours de route, mais moi c'est catégorique, donc je ne l'expose pas vraiment physiquement et je ne l'expose pas non plus sous d'autres coutures, c'est-à-dire que je vous parle pas de ses problèmes de santé, de ses émotions, de ses humeurs, de ce qu'il peut traverser, parce que tout ça c'est son intimité et je le ferai jamais pour plein de raisons. Et avant d'argumenter, je précise que tout ce que je vais dire n'engage que moi, c'est vraiment mon propre avis personnel. Après c'est à chacun voilà, de prendre ses responsabilités et de connaître un peu les tenants, les aboutissants de tout ce que ça représente. Mais tout d'abord, j'estime que la place d'un enfant n'est pas sur internet, c'est aussi simple que ça. En fait, la majorité des enfants qui sont exposés sur les réseaux sociaux ne sont pas consentants
Et rien que ça pour moi, ça représente un problème majeur. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce que ça représente, internet, les réseaux sociaux, etc. Et c'est normal, ils sont petits. Et l'enfant n'a pas forcément choisi que son identité soit partagée comme ça à des milliers de personnes et a fortiori à des milliers d'inconnus. Et le consentement, c'est une base fondamentale à inculquer aux enfants. Et puis sur internet, il y a des personnes qui sont vraiment formidables, mais malheureusement, il y a des gens qui sont profondément malveillants et complètement tarés, hein, on va pas se le cacher. J'étais tombée sur une stat la dernière fois qui m'a fait froid dans le dos. Je crois que c'est la moitié des photos d'enfants qu'on retrouve sur des sites horribles, pour ne pas les nommer, ont initialement été publiées par les propres parents de ces enfants sur leurs réseaux sociaux. Et parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, moi la première d'ailleurs, que lorsqu'on publie une photo, elle devient accessible à tous. Tout le monde peut se l'accaparer, l'enregistrer sur son téléphone et en faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, rien qu'en ayant connaissance de cette statistique-là, j'ai un peu du mal à comprendre et à cerner qu'on puisse continuer à exposer son enfant comme ça tous les jours, à tout raconter en détail sur sa vie. En fait, on peut plus faire comme si de rien n'était et plus faire comme si on ne savait pas les conséquences que ça pouvait avoir. Ça me paraît un peu lunaire en fait, pour être honnête. En fait, j'estime que en tant que maman, mon rôle, c'est notamment de protéger mon fils et de le protéger de toute cette malveillance. Et en fait, je voudrais pas que mon fils puisse être reconnaissable dans la rue par des inconnus si jamais je suis pas avec lui. Forcément, quand je croise des abonnés et que mon fils est là, ben voilà, elles vont le voir et il n'y a pas de souci. Mais je sais pas s'il est à l'école ou n'importe où. Et combien de fois on voit des stories où les gens sont en train de filmer leur enfant dans leur bain, en pleine crise émotionnelle, ils sont en pleurs totales, où on raconte leur état de santé en détail, leurs doutes, leurs peurs. Enfin, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas autorisé et non, c'est pas rendre service à l'enfant. Au contraire, ça peut lui porter préjudice pour la suite. Et parfois, il faut se mettre aussi à la place des enfants. En tout cas, moi, j'aurais pas du tout aimé que mes parents partagent des photos de moi en long, en large et en travers comme ça à des milliers d'inconnus sur internet. Quand j'étais petite, je me serais vraiment sentie très mal, je pense, notamment en grandissant et puis en vieillissant, de savoir ça, j'avais vraiment du mal. Parce que c'est vrai que pour certains enfants, on sait tellement de choses, de détails sur leur vie privée, ça me fait vraiment peur. D'ailleurs, je partage tout à fait l'avis de Marielle du blog de Neroli, que j'adore suivre au passage. On partage vraiment exactement les mêmes valeurs sur ce sujet-là. Voilà pour ma réponse, je suis partie un peu dans tous les sens. En tout cas, je reste en accord avec mes principes et mes valeurs et ça c'est pour moi primordial. Alors bien sûr, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et maman aussi, donc je vais pas faire comme si mon fils n'existait pas, mais je pense qu'on peut vraiment partager des choses sur sa maternité, sur l'enfance, tout en préservant son enfance et pour moi vraiment compatible. J'ai l'impression en tout cas que c'est ce que je fais depuis que mon fils est là et ça me va bien. Je poste ponctuellement une petite photo de lui de dos par exemple, je vous parle des jeux ou des livres qu'on aime bien à la maison, mais voilà, ça s'arrête là et je pense que c'est très bien comme ça. Je viens d'avoir une quinte de tout, j'ai cru que j'allais plus rester parmi vous. Ensuite, on m'a demandé, ton conjoint travaille-t-il pour ou avec toi? Alors non, mon conjoint ne travaille pas avec moi, il a vraiment son propre métier de son côté, il travaille d'ailleurs beaucoup, mais il m'aide plutôt ponctuellement sur des tâches administratives par exemple liées à ma société parce que j'ai horreur de ça, mais alors à un point vous imaginez même pas. Et c'est vrai que là-dessus il m'aide d'une aide précieuse, donc c'est vraiment chouette, où il va m'aider à faire des photos, mais ça reste occasionnel puisqu'il a une grande amplitude horaire pour son boulot et voilà, et quand il le fait de toute façon c'est sur son temps perso. Par contre, je ne souhaite pas divulguer sa profession ni son lieu de travail puisque régulièrement dans les FAQ c'est le genre de demandes qui reviennent pour savoir où est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et là on m'a carrément demandé qui de nous deux gagnait le plus d'argent. Je suis restée sans voix face à cette question, mais oui, il y a des gens qui sont très curieux, hein, mais non, tout ça, ça fait vraiment partie de notre vie privée et je veux pas du tout mêler tout ça à mon métier. Donc je pense que la grande majorité d'entre vous comprend tout à fait, mais voilà pour répondre à la question. Ensuite, quel est le bijou qui a eu le plus de succès dans ta collection de bijoux avec Aglaïa? Donc je pense que vous l'avez vu passer puisque je vous en avais parlé à plusieurs reprises, mais au mois de novembre, j'ai sorti une collection de bijoux en co-création avec Aglaïa, qui est une marque éthique française. Je vous avais montré toutes les étapes en détail, c'était vraiment mon projet de pro de l'année 2023. Parmi cette collection de bijoux, c'est la bague Camille, que je porte encore d'ailleurs, puisque je la quitte pas, je la porte tous les jours, qui vous a le plus plu. Elle a vraiment eu beaucoup de succès et je vous comprends, je la trouve vraiment très belle. Et au vu de ce succès, exceptionnellement, la marque a relancé une production de bagues, donc elle est actuellement redisponible sur le site en précommande pour une livraison au mois de février. Donc si jamais elle vous intéresse, foncez parce que ça sera vraiment la dernière occasion de la voir. Ça sera d'ailleurs le seul bijou qui sera remis en stock. Voilà,
Voilà, les autres sont vraiment des éditions limitées, mais pour ce modèle, c'est vrai qu'on a eu tellement de demandes que du coup, la marque a décidé de reproduire une petite série de bagues. Je continue avec une question sur la maison. Donc, quels sont les prochains travaux à réaliser pour terminer votre maison et pour quand cela est-il prévu? Alors, globalement, l'intérieur de la maison est terminé côté travaux. En tout cas, il me reste de la déco à faire ici et là, comme dit précédemment, mais j'estime que ce sont des détails par rapport à tous les travaux qu'on a réalisés depuis le début de la construction. Pour 2024, on aimerait bien terminer la cave à vin parce que là, pour le moment, elle est juste peinte, c'est tout. Mais ça, c'est si le budget nous le permet, donc on verra bien. Là, on a récemment acheté les pierres qu'on va venir placer sur les murs de la cave à vin, et puis faire des meubles en bois sur mesure pour stocker le vin, mais ça, c'est ce qui coûte assez cher aussi. Donc actuellement, on est en train de faire des devis, on va bien voir comment ça se goupille pour cette pièce. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire des choix, c'est pour ça que jusqu'à présent, cette pièce était un petit peu mise de côté, parce que le budget n'est pas illimité, hein, malheureusement, et que notre maison nous a coûté beaucoup d'argent, donc chaque chose en son temps aussi. L'intérieur de la maison étant quasiment terminé, là le gros chantier actuel, ce sont les extérieurs, forcément. Donc en septembre dernier, on a fait faire les murs en agglo pour clôturer en fait la maison et nous séparer des voisins et puis de l'autre côté du champ, donc ça c'était quand même déjà une bonne chose. Mais les murs sont totalement bruts en agglo, donc on aimerait bien les habiller et les recouvrir de pierre. À la fin du mois de janvier, il y a un autre chantier qui va démarrer, donc c'est l'allée de l'entrée extérieure, donc toute cette allée qui mène à la porte d'entrée de la maison. Donc il faut terrasser toute la zone, couler du béton pour pouvoir placer ensuite des méga dalles. Donc ce sont des grandes dalles en pierre qui vont être placées en quinconce pour former comme une sorte d'escalier en fait, si vous voulez, mais très progressif pour mener à la porte d'entrée, puisque je vous rappelle qu'on a un terrain en pente. Donc du coup on s'adapte un petit peu à cette particularité et c'est ce qui fait aussi tout le charme, je trouve, du terrain. Ensuite le paysagiste va pouvoir intervenir, ça fait plusieurs mois qu'on échange avec lui, il est venu à la maison, etc. pour vraiment déterminer ce qu'on allait faire par rapport aux extérieurs de la maison, puisqu'en fait on a plusieurs petits recoins comme ça à aménager. Il va notamment arborer toute l'allée de l'entrée, donc autour des pierres. Il n'y aura pas uniquement cet escalier en pierre, mais il va vraiment disposer plein de plantes sur les côtés, donc ça va aussi apporter un peu de verdure. On va notamment créer une zone de jeu à l'arrière avec des arbres fruitiers, il y aura un petit potager. De toute façon, je pense que je vais faire une voire deux vidéos sur les extérieurs avec les travaux, l'aménagement, la déco à la fin, et puis tout le travail du paysagiste aussi, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Les travaux de la piscine devaient débuté le 1er novembre dernier, donc notamment creuser, etc. Et alors depuis cette date, il a plu non-stop pendant plus de 2 mois, je vous jure, tous les jours. Donc autant vous dire que c'est impossible de creuser, la terre est tellement gorgée d'eau, elle pèse un poids monstrueux et c'est absolument pas gérable, c'est un champ de boue en fait là juste devant moi, donc impossible de réaliser le terrassement, donc ça a pris du retard. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup forcément tout se décale. Si le temps est un petit peu plus clément et que la pluie cesse enfin, peut-être qu'on pourra démarrer début février, c'est à voir. Pour le moment c'est un peu en suspens, on est vraiment tributaire de la météo et ça c'est relou, j'avoue, quand on n'est pas maître comme ça des travaux, parce que l'objectif, vous vous en doutez, c'est de pouvoir profiter de la piscine cet été, donc pour ça il faut bien débuter un jour, donc voilà, on va bien voir. Cette année, donc là dans quelques semaines, quelques petits mois, on va aussi réaliser la terrasse, donc les fondations, couler la dalle en béton et si on peut appliquer ensuite le revêtement qu'on mettra sur le sol, probablement du travertin. Et du côté, on va créer également une cuisine d'été. On verra si cette année on pourra le faire, pareil d'un point de vue financier, d'un point de vue temps. La cuisine c'est pas la priorité, on voudrait déjà avoir la terrasse et la piscine, ça serait déjà très chouette. Donc on verra, si on peut on fera la cuisine d'été cette année, sinon ça sera pour le printemps prochain. La façade de la maison n'est pas terminée, là les façadistes vont revenir au printemps pour appliquer la couche finale, l'enduit final, et là la maison sera toute belle. On avait volontairement décalé cette étape là pour pouvoir faire tranquillement les travaux extérieurs et éviter de salir la façade avec la pelleteuse, les projections de boue, de terre, etc. Ça aurait été un petit peu dommage. Et enfin on a l'allée de garage aussi à réaliser, puisqu'actuellement il y a aussi plein de petits graviers. Donc vous l'aurez compris, on va se concentrer sur les extérieurs pour cette année 2024 et au vu des travaux qui restent à faire, on va pas s'ennuyer cette année encore, mais c'est pour la bonne cause. Donc peut-être que l'allée de garage et la cuisine d'été seront pour le printemps prochain. On va voir. On aimerait bien terminer la totalité de la maison à la fin de l'année 2024, mais je sais pas si ça sera possible.
on fera notre maximum. En tout cas, il y aura au moins 80% de ce qui reste à faire qui sera fait. Ensuite, j'ai reçu un message qui me dit quand est-ce qu'on se rencontre, et c'est Alice du compte Alice Yofit qui m'a écrit ce petit message et puis un adorable mot ensuite. Alice, c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, que ce soit sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, je vous invite vivement à la suivre. C'est une personne qui est tellement douce, naturelle, bienveillante, c'est une maman dévouée pour son petit bout et j'adore la suivre au quotidien. Elle partage ses recettes, ses looks, ses petites astuces, son quotidien, voilà, tout en simplicité et qui fait du bien. Et c'est vrai qu'avec Alice on aimerait beaucoup se rencontrer, donc je pense qu'on va essayer de mettre ça en place cette année. C'est pas forcément évident parce qu'on habite carrément à l'opposé l'une de l'autre. Je suis dans le nord-est de la France et elle habite près du bassin d'Arcachon, mais ça n'empêche qu'on va essayer de trouver un lieu et puis un moment pour se rencontrer. Quels sont tes projets pro et perso pour l'année 2024? Ça c'est un petit peu la question qui revient tout le temps, je trouve, en début d'année. D'un point de vue personnel, je pense que l'objectif c'est de terminer la maison, vous l'aurez compris, et de savourer vraiment notre vie ici. Et j'aimerais bien parvenir à avoir un peu plus de temps pour notre couple, se retrouver juste tous les deux, puisque c'est vrai que depuis qu'on est devenus parents, donc ça fait 3 ans maintenant, ben forcément ces moments sont plus rares qu'avant. Et en fait, les quelques fois où on fait garder Com, par exemple pour une soirée à dormir, etc., ben c'est pour aller une soirée avec les copains, pour aller faire la fête, etc. Et c'est pas forcément pour se retrouver juste tous les deux, se faire un petit resto, même juste une soirée tranquille à la maison. Et ça j'aimerais bien le mettre en place un peu plus régulièrement, peut-être une fois par mois. Ça serait assez chouette et bénéfique, je pense. Bref, l'objectif pour 2024 c'est vraiment de, comme l'année dernière en fait, continuer à être heureuse, à profiter de tous ces petits bonheurs et de ces petits moments simples du quotidien et de continuer à voir mon fils grandir aussi, bien sûr. Je crois que c'est le plus beau des bonheurs. Et alors d'un point de vue professionnel, j'ai vraiment envie de continuer à m'épanouir dans mon métier de créatrice de contenu sur les différents sociaux sur lesquels je suis présente, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Sincèrement, je prends un plaisir fou au quotidien à créer du contenu et à exercer mon métier, aussi particulier soit-il, hein. Mais vraiment, je m'éclate complètement et c'est un bonheur pour moi d'être épanouie à ce point-là dans mon travail et de parvenir à allier voilà, ma vie professionnelle avec ma vie personnelle, d'avoir des temps de qualité avec mon fils. Ça, c'est tellement précieux. J'ai vraiment envie de continuer dans cette dynamique-là. Une fois que les travaux vraiment de la maison seront terminés, je pense qu'on pourra vraiment souffler et encore plus profiter de tout ça, donc ça sera cool. Pour cette année, promis, je vais enfin lancer la série de vidéos sur les coulisses de mon métier. Je m'étais dit que je la ferais en 2023 et puis en fait le contenu sur la déco, l'aménagement de la maison a pris un petit peu le dessus. Je me suis un peu laissée emporter avec un peu voilà toute la vie quotidienne et tout, mais cette année j'ai vraiment envie de vous expliquer davantage ce métier et vous emmener avec moi tout simplement parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Je peaufine dans ma tête la façon en fait dont je peux tourner et organiser tout ça parce que j'ai envie que ça soit intéressant pour vous et donc voilà, je continue un peu de réfléchir à tout ça, mais promis, cette année ça va arriver. Et enfin en 2023, j'ai pu organiser plusieurs rencontres avec vous pour vous voir en réalité, échanger, avoir vraiment des discussions hyper pertinentes avec plusieurs d'entre vous et ça m'a vraiment plu, ça m'a reboosté, je trouve que c'est ce qui donne aussi tout le sens humain de ce métier-là et c'est ce qui me fait un peu vibrer aussi. Et en fait, en 2024, j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. J'ai plusieurs idées en tête également. Maintenant, il faut pouvoir les mettre en place, avoir des lieux qui puissent nous accueillir et puis des activités à faire aussi parce que je veux pas que vous veniez juste pour me voir et discuter avec moi. L'année dernière, du coup, on avait fait un atelier DIY par exemple avec Aglaya. Chacune avait pu créer un petit bracelet, donc c'était intéressant. En fin d'année, on avait pu organiser un atelier biscuits de Noël et autour de cette thématique pour les fêtes de fin d'année, c'était hyper cool aussi. Et donc on m'a demandé si j'allais renouveler l'expérience cette année, mais évidemment c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué forcément en 2020-2021 avec tout ce qui s'est passé, mais pour 2024 je compte bien renouveler l'expérience. Enfin, je vais terminer cette vidéo avec une question que j'ai trouvée hyper pertinente, c'est comment as-tu vécu le Terrible 2? C'est vraiment difficile, as-tu des conseils? Et c'est rigolo parce que ça fait un petit peu suite à l'une des questions que j'avais dans ma vidéo FAQ 2023, il y a un an où je vous disais que voilà, on était un peu en plein dans cette période et que clairement c'était pas facile à gérer. Donc je vais essayer de répondre à cette question tout en partageant un petit peu mon expérience et en vous donnant
des petites astuces qu'on a mises en place et qui ont un peu fonctionné pour nous, sans évidemment trop rentrer dans la vie personnelle de mon fils, puisque voilà, pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Donc ce fameux Terrible 2 entre guillemets, parce que c'est vrai que rien que cette appellation elle est déjà dure, je trouve, et c'est une phase d'affirmation et de développement qui est très courante, pendant laquelle certains enfants vont rencontrer des crises émotionnelles mais qui sont hyper intenses, où la frustration est très compliquée à gérer, où clairement en tant que parent on a l'impression d'entendre non toute la journée et je trouve qu'à ce moment les émotions sont vraiment très difficiles à accueillir, et en même temps c'est normal parce que le cerveau de l'enfant n'est pas encore assez mature à ce moment-là pour être en capacité en fait de pouvoir accueillir correctement ses émotions comme pourrait le faire un adulte. Donc voilà, c'est légitime, il faut essayer de le garder en tête aussi. Et en même temps, le cerveau de l'enfant, à ce moment-là, est en plein développement. Il y a plein d'acquisitions simultanées qui se font. Les enfants sont en difficulté et les parents aussi, on va pas se le cacher, parce que quand ce genre de situation arrive 5, 10, 15 fois dans la journée, c'est épuisant, je trouve, que ce soit émotionnellement et physiquement. Pour les petits bien sûr et pour les parents aussi. Personnellement, c'est une période que j'ai trouvée particulièrement éprouvante parce qu'on n'a pas forcément toujours les clés aussi pour bien gérer cette situation-là. Mais au fil du temps, on a mis en place des petites choses qui ont quand même pu aider, je trouve. Donc je voulais vous en parler, sait-on jamais si ça peut vous être utile. Ce n'est que mon expérience, hein, mais voilà, je voulais quand même vous les citer. Alors tout d'abord, on a essayé de verbaliser au maximum, mettre des mots sur ce qu'il se passait, ce qu'on ressent, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire aussi. On s'est servi de deux livres notamment, ce sont des bons supports de toute façon les livres avec les enfants sur les émotions. Donc tout d'abord il y a le classique La couleur des émotions, qui est très connu, qui est extrêmement bien fait. Ça c'est la version pop-up, mais peu importe. Donc c'est l'histoire du monstre des couleurs qui est un petit peu perdu, un peu barbouillé parce qu'il sait pas trop ce qu'il ressent, et il va rencontrer une petite fille qui va l'aider à mettre de l'ordre dans ses émotions et à lui expliquer. Donc à chaque fois vous avez voilà la joie. Donc au début on peut commencer simple, hein, la joie, la tristesse, la colère, et ensuite étayer avec la peur, la sérénité, l'amour, etc. C'est un livre qui est extrêmement bien fait, très coloré, qui plaît beaucoup en général aux enfants. Lorsque j'étais professeur des écoles, j'ai beaucoup travaillé dessus, et si on le simplifie, il est accessible aux enfants. Moi je m'en suis servi dès 2 ans avec Com, et il n'y avait vraiment aucun souci. Et l'autre référence dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Dans moi il y a tout ça. C'est un livre aux éditions Nathan, donc c'est l'histoire d'un petit garçon pareil qui rencontre différentes émotions. C'est un livre avec différents volets à tirer, etc. où en fait on le voit dans différentes situations où il rencontre à chaque fois une émotion particulière. Donc la joie de fêter son anniversaire avec ses amis, etc. La colère lorsqu'un petit garçon vient totalement détruire le château de sable qu'il avait réalisé, etc. Et je vous les recommande vivement. Ce sont 2 livres qu'on a beaucoup utilisés avec Com et qui ont quand même bien aidé. On a aussi voulu favoriser l'autonomie de notre fils. Souvent à cet âge, ils veulent un peu tout faire par eux-mêmes. On les entend souvent dire mais je veux faire tout seul. Et c'est vrai que si on choisit tout à leur place, c'est extrêmement frustrant pour eux. Et finalement, c'est une étape de développement logique. Donc on l'encourageait et on le félicitait au maximum pour voilà, qu'il puisse évoluer aussi en autonomie. Alors il devient de plus en plus indépendant. Alors évidemment, il y a des choses qu'il peut pas faire tout seul et c'est normal, mais on l'implique au maximum. Il adore qu'on cuisine tous les deux, il met la table, il range, etc. Donc les inciter à faire toutes ces petites tâches par eux-mêmes, ça permet vraiment de bien favoriser l'autonomie, et après ils se sentent tout fiers. Donc je pense que pour la confiance en soi, c'est aussi un bon booster. Une autre petite astuce qu'on a mise en place et qui marchait bien et que j'utilise encore de temps en temps à l'heure actuelle, c'est de temps en temps, pas à chaque fois, hein, mais de poser une question à choix fermé. En fait, parfois un enfant va se mettre en colère parce qu'il n'a pas envie de faire telle ou telle chose. Le matin, quand vous êtes à la bourre, avant de partir à l'école ou à la crèche ou peu importe, et que ça part dans une crise émotionnelle incroyable parce qu'il veut pas mettre tel bonnet. Franchement, vous avez les nerfs qui sont mis à rude épreuve parce que vous voyez l'horloge tourner, ça vous met la tension encore plus parce que vous vous dites non mais on va être en retard, et lui qui fait ça, et en fait on s'énerve de plus en plus, et au final c'est un peu un cercle vicieux et ça n'avance pas. Je vous donne un exemple, bon allez, on va s'habiller, tu préfères mettre le bonnet bleu ou le bonnet marron? Et donc ça lui laisse le choix, et en soi ça ne change strictement rien pour nous, on s'en fiche qu'il mette tel ou tel bonnet, le principal c'est qu'il ait son bonnet sur la tête pour partir dehors. Et souvent je tourne la chose au jeu, pour reprendre l'exemple de l'habillage. Bon allez, on va s'habiller, qui va être le plus rapide? C'est parti, top départ, et hop on fait la course, le bonnet, l'écharpe, le manteau, et il est à fond. Je vous jure qu'il s'habille
s'habille jamais aussi vite que dans ces cas-là. Alors forcément ça marche pas toujours, hein. Il va pas s'amuser à faire la course 3 fois par jour non plus, mais de temps en temps quand vous sentez que voilà ils sont un peu réticents et que vous devez vous habiller pour partir ou il doit faire telle ou telle chose, honnêtement ça nous a évité pas mal de crises et ça évite que voilà ça monte crescendo comme ça et en fait ça stoppe tout de suite le truc et ça arrange tout le monde. Et j'ai noté poser un cadre ferme et sécurisant. L'objectif c'est aussi que l'enfant voit qu'il y a des limites, ça le rassure beaucoup. Donc après c'est propre à chaque famille, mais on établit les règles à respecter tout en rappelant régulièrement le cadre. Par exemple quand on va quelque part et on sait que voilà ça peut déborder, faire un petit rappel dans la voiture. Donc là voilà, on va à tel endroit, tu te rappelles, il y a ça, on ne peut pas faire ça, je compte sur toi, etc. Alors évidemment, hein, tout ce que je vous dis, c'est pas, j'ai pas la science infuse, ça ne marche pas à tous les coups, mais je vous explique ce que nous on a pu mettre en place et ce qui à marcher régulièrement, pas à chaque fois, il y a des ratés, il y a des loupés bien sûr, mais bon nombre de fois ça a vraiment eu du succès, donc je partage, mais bien sûr l'enfant cherche toujours à apprivoiser ce cadre, ça peut prendre du temps mais ça finit par aller. En tout cas il faut jamais oublier que c'est dur pour un enfant d'accueillir ses émotions, quand on voit que pour un adulte parfois c'est encore compliqué, on imagine bien que pour un petit bout comme ça, dont le cerveau n'est pas encore complètement mature, c'est difficile et ça j'essaye aussi de le garder en tête. Alors j'essaye d'être au maximum bienveillante, calme, mais il m'arrive aussi d'arriver en fait parfois à saturation, d'hausser le ton, de crier, de m'énerver. Quand c'est comme ça, je m'isole, je souffle un bon coup et j'essaye de redescendre moi-même et puis ça repart. Et pour terminer ma réponse à cette question, je voulais vous dire que si jamais vous êtes en plein dans cette période, je sais ô combien c'est difficile, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça finit par passer. Et en fait finalement c'est un peu valable pour tout dans la maternité. Quand ils sont tout petits, quand on dort pas, etc., qu'on est à bout, qu'on est épuisé, ça finit par passer. Un jour ou l'autre les enfants dorment et ça va mieux. Et il en est de même pour cette phase entre on va dire 2 et 4 ans qui est pas évidente selon les enfants, hein. Il y en a pour qui ça coule et il n'y a aucun souci et d'autres pour qui c'est vraiment très intense. Et dans ce cas, je vous envoie plein de courage, mais promis, ça finit par passer. Et je vais clôturer cette foire aux questions ici. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, mais moi quand je suis lancée, je papote et voilà, j'ai du mal à m'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine pour l'aménagement et la déco de la salle de jeu. Et en attendant, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.